Le Concorde. Rien que le nom, ça évoque une légende, non? Un avion de ligne supersonique, capable de voler plus vite que le son. Allez, on va plonger ensemble dans l'histoire de cette merveille technologique. 279 km/h, c'est sa vitesse de pointe. Pour se rendre compte, c'est plus de 2 fois la vitesse du son, une performance incroyable, qui lui permettait de traverser les océans à une allure, juste stupéfiante. Alors, pour mettre ça en perspective, imaginez un peu. La traversée de l'Atlantique, moins de 3h30. Quand un avion de ligne classique met lui à peu près 7 heures. Oui, il était littéralement 2 fois plus rapide. C'est fou, non? Et à bord, l'expérience était tout aussi folle. On parle de voler à 18 000 mètres d'altitude, c'est bien au-dessus de tous les autres avions, et de là-haut, les passagers avaient ce privilège incroyable, ils pouvaient observer la courbure de la Terre. Carrément. Alors oui, la question c'est, comment est-ce qu'une telle merveille a pu voir le jour? Eh bien, tout a commencé dans les années 60. C'était un partenariat super ambitieux entre les Britanniques de la British Aircraft Corporation et les Français d'Aérospatiale. Un des trucs les plus iconiques du Concorde, c'est son aile en forme de delta. Super efficace pour les hautes vitesses, mais à basse vitesse, c'était un vrai défi. Pour rester en l'air, pour générer assez de portance, l'avion devait se cabrer, avoir un angle d'attaque très élevé. On parle de 16 degrés à l'atterrissage. Imaginez, le nez pointé vers le ciel, pas top pour voir la piste. Et donc, pour résoudre ce gros problème de visibilité, les ingénieurs ont trouvé une solution devenue une légende à elle toute seule, le fameux nez basculant. Il avait en fait 4 positions. En vol supersonique, il était complètement relevé. Ensuite, il y avait une visière qui se baissait pour la protection thermique. Pour le décollage, il s'inclinait à 5 degrés. Et enfin, pour l'atterrissage, il piquait à 12,5 degrés, ce qui là offrait une vue parfaite sur la piste. Ingénieux. Bon, pour faire voler cet oiseau de métal, il fallait une puissance, mais une puissance colossale. Et ça venait de 4 turboréacteurs Rolls-Royce Olympus. Chacun pouvait balancer plus de 17 tonnes de poussée, notamment grâce à la post-combustion. La post-combustion, pour faire simple, c'est un système qui injecte du carburant directement dans les gaz d'échappement pour un boost de puissance. C'est une technologie qui vient tout droit du monde militaire, rien que ça. Mais la vitesse supersonique, ça n'amène pas que des avantages. Ça a créé un autre énorme défi aérodynamique. Et ça, c'est lié à un truc qu'on appelle le centre de poussée. En gros, c'est le point imaginaire sur l'aile où toute la force qui soulève l'avion est concentrée. Le problème, le point vraiment crucial, c'est qu'à Mach 2, donc 2 fois la vitesse du son, ce fameux centre de poussée, il se déplaçait vers l'arrière. Et pas qu'un peu, de presque 2 mètres. Sans rien pour compenser, ce déséquilibre aurait pu faire piquer l'avion du nez. Et là, on parle d'une situation potentiellement catastrophique. Alors, la solution trouvée pour ce casse-tête, elle est juste d'une ingéniosité folle, un système de transfert de carburant. Pour garder un équilibre parfait, on déplaçait jusqu'à 20 tonnes de kérosène entre 13 réservoirs différents en plein vol. Ce déplacement de masse, ça permettait de faire reculer le centre de gravité de l'avion pour qu'il soit toujours aligné avec ce fameux centre de poussée. C'était un véritable balai de carburant en temps réel pour que l'avion reste stable, même à Mach 2. On passe à une partie plus sombre de l'histoire. L'impensable se produit. Il faut savoir que pendant des décennies, le Concorde, c'était un symbole de perfection, de sécurité, jamais un accident. Mais le 25 juillet 2000, un événement absolument impensable va marquer un tournant tragique dans son histoire. Le choc a été immense. Comme le dit ce témoin, je n'arrivais pas à y croire. Pour tellement de gens, le Concorde, c'était invincible. Une machine trop belle, trop magique pour s'écraser. Ce que l'enquête a révélé plus tard, c'est que ce n'était pas une seule grosse panne. Non, c'était ce qu'on appelle un accident classique, c'est-à-dire une chaîne de petits événements, de petites erreurs, qui, mis bout à bout, ont eu des conséquences catastrophiques. Alors, regardons de plus près cette chaîne d'événements tragiques. Tout commence avant même le décollage. L'avion est en surcharge. Ensuite, sur la piste, au moment du décollage, un pneu heurte une petite lamelle en métal, une pièce perdue par un autre avion juste avant. L'impact est super violent. Un énorme éclat de pneu est projeté contre l'aile. Ça crée une onde de choc dans un réservoir de carburant qui était plein à ras-bord. Le réservoir se perce, et là, c'est un torrent de kérosène qui s'échappe, plus de 100 litres par seconde, et qui s'enflamme instantanément. L'alarme incendie du moteur numéro 2 sonne dans le cockpit, l'équipage le coupe. Mais l'avion est endommagé, il est toujours trop lourd, il n'arrive plus à prendre de la vitesse. Il décroche. Cet accident, ça a vraiment sonné le début de la fin pour le Concorde. Même s'il y a eu des modifications de sécurité par la suite, c'est toute une série de facteurs qui, ensemble, vont sceller son destin. D'abord, les modifs de sécurité après l'accident ont coûté une fortune.
Ensuite, il y a eu le choc du 11 septembre, qui a mis un coup d'arrêt brutal au transport aérien. La demande pour les vols d'affaires s'est effondrée. Mais en fait, au-delà de ça, c'est le monde qui changeait. On entrait dans une nouvelle ère, plus conscient de l'économie, de l'écologie, et les coûts de maintenance du Concorde étaient exorbitants. Il consommait énormément, et les vols étaient souvent presque vides. Ce n'était juste plus tenable. Le Concorde devenait en quelque sorte une relique d'un autre temps. Et puis, en avril 2003, l'annonce tombe, officielle. Le Concorde est retiré du service. Ça a provoqué une vague d'émotions immense et une vraie ruée sur les derniers billets. Tout le monde voulait faire un dernier vol, faire partie de l'histoire. Jusqu'au tout dernier vol, le 24 octobre 2003. Dernière partie, l'héritage du Concorde. Parce que la fin du Concorde, ce n'était pas juste un avion qu'on mettait au garage. Non, ça symbolisait quelque chose de bien plus profond pour l'aviation, mais aussi pour la technologie en général. Cette citation, elle résume tout. C'était la première fois que nous faisions un pas en arrière. C'est fort, non ? Pour la première fois dans l'histoire de la technologie aéronautique, le progrès, c'était de ralentir. On retournait à des avions subsoniques. Et il y a cette image vraiment poignante. C'est un pilote qui raconte la dernière nuit. Il a vu sur le tarmac 5 Concorde en parfait état de vol. 5 avions qui ne voleraient plus jamais. Et c'est là, dit-il, qu'il a versé une larme. Parce qu'il a compris que c'était vraiment la fin d'une époque. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est est-ce que le rêve supersonique est mort et enterré ? Pendant longtemps, on aurait pu le croire, mais l'héritage du Concorde, il est tellement puissant qu'il continue d'inspirer. Aujourd'hui, une nouvelle course, plus discrète, est lancée pour développer les successeurs de cet oiseau de légende. Le défi, bien sûr, reste immense, mais ça nous laisse avec cette interrogation. Verrons-nous un jour le ciel de nouveau fendu par une silhouette, filant plus vite que le son ?